Alors Jérémy, je le connais depuis moins longtemps que Sandra, et je le connais surtout depuis hier où il est arrivé depuis l'Allemagne. En fait, je l'ai connu via son livre, après le congrès TDH à Genève, je ne sais pas si certaines personnes y étaient. Une personne a posté sur LinkedIn son livre à TDH pas comme les autres, que j'ai trouvé génial, je lui l'ai acheté, j'ai reçu une super dédicace. Et puis je me suis dit, mais est-ce qu'il ne viendrait pas intervenir pour parler justement du TDH, mais du côté du patient, et du patient artiste. Vous avez peut-être déjà vu en arrivant qu'il y avait son exposition en bas, elle sera là pendant les pauses, elle sera là pendant la longue pause de midi, elle sera là aussi pendant l'apéro. Donc n'hésitez pas à aller échanger avec lui. Je disais avant qu'à la deuxième conférence, il n'y aura pas de séance de questions, parce que ça ferait un peu bizarre, on se retrouvait dans ces auditoires, à la salle pétrière, où on met le patient au centre, et on a des spécialistes, des neuropsychologues qui lui posent des questions. Donc allez lui poser des questions plutôt en bilatéral, face à son expo, et là il va en parler de son témoignage. Merci Jérémy, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous, bonjour. Merci pour ton invitation. Je suis très content d'être là et c'est pour moi une première de parler de mon travail comme ça, en tout cas de cette manière-là. Donc moi je ne pense pas vous apprendre quelque chose aujourd'hui, je viens juste parler un peu de mon TDAH que j'ai découvert tardivement. En fait, j'ai eu un diagnostic à 39 ans, j'en ai 43 aujourd'hui. Donc j'ai vécu toute ma vie sans le savoir, sans avoir cette étiquette, mais bon, je me suis toujours senti différent toute ma vie, sans comprendre vraiment pourquoi je réagissais comme ça. Et donc voilà, après, j'ai passé ça, voilà, ça a commencé comme ça. Après mon diagnostic, j'ai voulu me renseigner, qu'est-ce que c'est le TDAH, je n'avais jamais vraiment entendu ça. Et je me suis renseigné, j'ai trouvé cette liste, avec 40 symptômes. Bien sûr, en voyant ça, je me suis dit, mais ça c'est moi, je suis comme ça, j'ai déjà vécu ça. Moi, je me suis vraiment reconnu là-dedans et c'était pour moi une reconnaissance, en tout cas, de découvrir tout ça. Et en tant qu'artiste, voilà, moi je suis artiste depuis quasiment toujours. Je me suis dit que c'était des thèmes qui me parlent tellement, je pourrais très bien facilement m'exprimer là-dessus. Par le dessin, voilà, et m'exprimer, c'est pas toujours simple avec les mots pour moi, mais je suis plus à l'aise avec mon crayon et mes pinceaux. Donc voilà, j'ai commencé à faire un dessin, un deuxième dessin, et je me suis dit, je vais me lancer le défi de réaliser les 40 symptômes, les 40 dessins, et je vais essayer de faire une série. Donc c'était ça un peu le début de mon projet artistique sur le TDAH. Alors, je vais répondre tout de suite pourquoi j'ai utilisé un escargot, parce que c'est souvent la question qui revient. C'est pas très important, mais bon voilà, quand même je réponds. Moi, c'était un peu un hasard à l'époque. Je dessinais beaucoup d'escargots et tombé le diagnostic. J'étais dans ma période escargot, donc j'ai continué à faire mes premiers dessins. Et donc, je me suis dit, mais ça passe bien le côté féminin, masculin, donc ça parle à tout le monde. Cette spirale qui peut symboliser nos pensées infinies, toujours en permanence, en boucle. Donc symboliquement, ça passe bien. La carapace, aussi sortir de sa zone de confort. Vous allez voir dans certains dessins, il y a l'escargot qui est détaché de la coquille. Et le fait que moi, toute ma vie, on ne m'a jamais pris vraiment au sérieux quand j'ai essayé de m'exprimer sur mon mal-être ou voilà, toutes mes différences, voilà, c'était très intérieur et on ne me voyait pas comme quelqu'un d'hyperactif ou quoi, comme on ne pourrait pas imaginer qu'un escargot est hyperactif. On a le symbole de la lenteur ou quelque chose de mou et tout ça. Mais pourquoi pas? Donc c'est ça. Ok, bon voilà, ça c'est. Je vais vous témoigner un petit peu de mon parcours et à travers mes dessins. Et quelques symptômes, j'en présente une vingtaine aujourd'hui en dessin. Donc voilà, j'ai commencé à partir où je suis rentré à l'école primaire. Donc voilà, les premières interactions sociales, être en groupe et tout ça. Et très vite, comme je disais, voilà, ça parle tout seul, hein, les difficultés relationnelles, le dessin est très parlant. Voilà, je me sentais pas forcément bien en groupe. Je me sentais différent, même la manière de penser ou de réagir des autres, c'était toujours pour moi bizarre. Par exemple, quand j'ai le souvenir, ça me vient souvent comme exemple, mais quelqu'un qui tombait dans la cour, la plupart des gens ou des élèves rigolent. Quelqu'un se fait mal et tombe et tout le monde rigolait, et moi j'étais touché. Je réagissais vraiment à ma manière, mais
je comprenais pas pourquoi les gens rigolaient ou se moquaient. Donc ça c'est un petit exemple, mais il y en a plein. Je ne vais pas à chaque fois détailler les symptômes, mais je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas voilà, c'est un petit exemple que je peux donner sur ça à l'époque, et puis voilà, les manières de réagir. C'était pas toujours très simple être en société, encore aujourd'hui, hein. Ça m'a suivi toute ma vie. Bon bah là, c'est aussi très parlant, difficulté d'attention, distraction, voilà, ça, je les ai mis ensemble, ces deux dessins. Pour moi, ouais, c'est super compliqué de me concentrer. Je vais prendre l'exemple de ce que tu viens de faire, Sandra, ta présentation. J'ai essayé de m'intéresser, mais je décroche tellement vite. C'est pas contre toi et tout ça, mais j'y arrive pas en fait. Je vais prendre un exemple, tu as parlé d'outils, tu utilises, on a des outils pour ça, et tu dis le mot outil, moi je pense à, hop, une caisse à outils, alors je sors le marteau, la clé, la pince, et pendant au moins 2 minutes, j'ai essayé de me dire, arrête de penser à ça, concentre-toi sur ce que tu dis. Et tu as parlé un moment, tu as dit le mot hameçon, un hameçon, et alors moi je pense à des poissons et tout, et voilà, et toute ma vie ça a été ça, à l'école, imaginez... C'est ça, alors j'ai fait le dessin avec des radars, où là je regardais les lampes, je suis très dispersé dans mes pensées, et je dois toujours revenir au sujet, essayer de m'accrocher aux conversations. Donc voilà, les radars, on est connectés au cerveau, toutes les informations qu'on a autour de nous qui nous reviennent, et voilà, c'est assez épuisant. La distraction, voilà, la tête dans les nuages, envoyer un oiseau passer par la fenêtre, faut que je le regarde, et on est super distrait, en tout cas moi. Et voilà ma manière de l'exprimer. L'hyperactivité, je faisais beaucoup tout le temps plein de choses différentes à la fois. Ma mère, puis aussi moteur, le fait de bouger. Je bougeais beaucoup. Au début, je dirais jusqu'à mes 10 ans, j'étais vachement actif physiquement. Et après, c'était plus à l'intérieur. C'était hyperactivité, je veux dire, cérébrale, pour ma part. Mais je pense, je me demande pourquoi, si j'ai pas été bridé avec l'éducation, parce que c'était gênant de parler fort, de bouger tout le temps. On m'appelait t'es un paquet de nerfs, on me disait c'était trop, en fait, en société. Il fallait pas montrer ça. C'est un peu mon éducation, et je devais un peu me forcer à pas bouger, à pas parler, à pas crier, à pas m'exprimer. Et l'estime de soi aussi, je peux parler de ça. Ça c'est le regard des autres. Là j'ai mis des yeux un peu partout et on se sent observé, jugé. Bon, comme là je vous raconte pas ce que je peux penser. Mais c'est ça, ouais. Et ça me suit tout le temps. Pour un regard, et puis quelqu'un peut me regarder de haut en bas, et puis je vais me sentir jugé, mais je vais y penser pendant 3 jours et pas comprendre pourquoi. Et ça me travaille pour des petites choses, et ça me touche beaucoup. Chez moi c'est beaucoup émotionnel, tout ça. Et voilà, la période de l'école primaire a été un peu une découverte du monde et l'apprentissage. Alors ça, je vais avancer sur l'école Saint-Luc. À partir de 12 ans, l'école primaire est terminée, je suis rentré au collège en France. Et là, mes notes, elles ont chuté. En primaire, on a une prof qui nous tient pendant toute l'année. Je suis passé au collège, et là, toutes les heures, je changeais de professeur. Donc, il n'y avait plus cette relation un peu d'amour ou protectrice, et j'avais l'impression d'être un numéro parmi tous les autres élèves. Et mais j'ai chuté dans mes notes, c'était horrible. Et mon frère, j'ai un grand frère qui a été dans cette école, donc je l'ai vu évoluer là-dedans, une école d'art. Et moi qui étais très manuel déjà étant jeune, j'ai voulu absolument rentrer là-dedans, dans cette côté créatif et manuel. Et donc je suis rentré là-bas, et là j'ai tout de suite remonté dans mes notes. Je me sentais vraiment à l'aise, et donc j'ai fait 7 ans dans cette école jusqu'au bac. Et j'ai appris toute ma formation artistique, les bases de la peinture, du dessin. Et donc personnellement, tout ce qui est artistique ou tout ce qui est manuel, que ce soit peinture, sculpture, j'aime toucher à tout. Et on a des besoins, j'en ai des besoins artistiques. Et je l'ai représenté comme ça. Et voilà, hyper focalisation, comme c'est une passion, c'est quelque chose qui m'anime tellement fort.
la création en général. Je peux être hyper focus, je ne vois pas les perturbations autour de moi. Quand je suis concentré, je ne vois pas le temps passer, j'oublie de manger. Ça, c'est une force. Ça peut être parfois gênant, mais dans ce cas-là, en tout cas, quand je travaille, je trouve ça très positif. Donc voilà, j'ai présenté des symptômes positifs, négatifs, les bons points et les défauts un petit peu de tout ça. Et ce que je présente dans le livre, voilà, j'ai partagé 20 côtés positifs, 20 côtés négatifs. Et ça m'a permis aussi de découvrir tout ça, ce côté-là. Un peu comme de l'art-thérapie, en fait, en faisant tous ces dessins en travaillant sur ces symptômes, j'ai découvert que voilà, j'avais aussi des côtés positifs et il faut aussi que je travaille là-dessus pour les développer. Et ça me fait du bien d'être conscient de tout ça. Moi j'étais tellement passionné par le dessin et tout ça, l'école, après l'école je sortais et j'étais encore motivé pour dessiner. Donc j'ai travaillé, j'ai fait mes dessins, j'ai fait ce que je voulais faire. À l'école on me donnait mes sujets, mais je faisais mes devoirs, mais je voulais peindre autre chose, d'autres sujets, d'autres techniques. Donc je rentrais chez moi, le week-end je travaillais. Et à 15 ans, j'ai commencé à faire ma première expo. J'ai fait ma première vente. Alors c'était pour moi incroyable. À 16 ans, j'ai fait une deuxième expo. J'ai eu un prix. Donc j'étais reconnu. C'est formidable pour moi. Et là, à 17 ans, voilà, c'est un petit exemple. Un premier article dans le journal. J'avais fait un dessin, vous voyez, un portrait de Picasso, si vous reconnaissez bien. Et puis c'est fait point par point. Donc c'est vraiment avec c'est du pointillisme. Au rotring, au stylo. Et donc, voilà, je pouvais être vraiment minutieux et concentré. Là, j'adorais faire ça. Un peu comme le dessin que tu as montré, tu sais, la personne qui fait les quadrillages. Là. Voilà, on travaille millimètres ou ouais, je sais pas, ça me détend tellement de faire ça. Donc voilà, j'avais mes premières reconnaissances et je me dis, mais ça marche. Il y a peut-être possibilité d'en vivre, où j'avais fait mes premières ventes, j'ai reçu des commandes, et ça en parallèle de mon école. Donc je trouvais ça formidable. Donc j'ai quand même terminé mon bac pour faire plaisir à mes parents, et j'ai décidé de vivre de ça. Alors dès le moment que j'ai annoncé je vais devenir artiste peintre, je ne vous raconte pas la réaction de mon entourage, même mes profs à l'école, ils ont dit mais fais pas ça. C'est pas une vie, voilà, c'est pas vraiment un métier, fais ça comme passion. Mais moi, j'étais un peu borné, et pourquoi pas. Là, alors, c'est juste des photos de ma chambre. C'est juste pour vous montrer le bordel, que c'est un peu comme dans ma tête, en fait, finalement. Il y en a partout. Et voilà, c'était juste la petite illustration pour vous dire. Et toute ma vie, voilà, là, mon atelier, c'est pareil. Il y en a partout, 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 sur les murs, même parfois sur le plafond. C'est ça. Donc voilà, pour être artiste, faut être audacieux. Donc j'ai représenté l'audace, voilà, là il y a la coquille, vous voyez, parfois la vie est dangereuse, où il y a à prendre des risques. Voilà, c'est un risque de se lancer dans l'art, et donc voilà, c'était une représentation symbolique, il faut aller chercher notre objectif malgré les difficultés. En gros, c'est ça. C'est ça, après le bac, quand j'ai commencé à dire bon, faut que je vive de ma peinture, j'ai fait beaucoup de dessins. Dessins sur papier, au crayon, et vous voyez, bon ça c'est des exemples, mais c'est très chargé. Et j'ai dessiné comme ça pendant 2 ans, alors c'est techniquement intéressant, mais finalement, avec le recul, avec toutes ces années, quand je regarde ça aujourd'hui, je me dis mais qu'est-ce que c'est plein. Et j'ai dessiné comme ça pendant tellement d'années, et voilà, ça reflète bien à l'époque tout ce que j'avais dans la tête, ouais, ce côté fouillis et parfois désordonné. Après, après avoir fait 2 ans de dessin, j'ai voulu passer à la peinture, donc complètement autre chose, mais on retrouve le côté chargé, on retrouve le côté plein, et voilà, j'ai beaucoup envie de m'exprimer, que ce soit dans les couleurs. Voilà, c'est encore des exemples, mais c'est pour vous montrer, j'ai beaucoup de choses à sortir. Et à l'intérieur, c'est très plein, très chargé et très fouillis. C'est ça, donc j'ai essayé de me chercher. Je sors de l'école, je veux être artiste.
Est-ce qu'il faut avoir un style? J'aimerais bien travailler avec des galeries. Il faut que j'ai peut-être une continuité dans mon travail, mais je me cherchais énormément et puis ça a pris des années. Et j'ai souvent fait lancé dans des projets, des toiles, des sculptures que j'ai jamais terminées. Donc là, c'était le sentiment de ne pas s'accomplir. On commence un truc, on ne le termine pas. Comme l'escargot, il essaye de monter pour récupérer sa coquille, mais il découvre qu'il ne reste plus qu'une allumette. En tout cas, il ne va pas arriver jusqu'au bout. Et c'est souvent comme ça. Hein. Je me suis lancé dans pas mal de projets. Comme je voulais déjà en faire un autre, et puis j'étais inspiré pour en faire un autre, et j'ai tellement de choses à faire dans ma tête. J'ai pas toujours été jusqu'au bout. C'est ça. Inquiétude, prise de risque, c'est très parlant aussi. Hein. Je l'ai fait un peu personnellement avec les crayons et tout ça, comme c'est ma vision d'artiste. C'est la prise de risque d'être artiste, qui n'est pas toujours simple. Et je pense que c'est parlant comme dessin. Mais la prise de risque, pour parler de ça, j'adore me lancer des défis et prendre des risques. Et, dire demain, j'ai envie de faire de la gravure. J'ai jamais fait de gravure de ma vie. Et, c'est comme mon livre, vous allez voir. Déjà dessiner comme ça avec un stylo, c'était assez nouveau pour moi. Après, je me suis lancé dans la colorisation numérique. Donc j'ai dû acheter une tablette, un programme pour peindre mes dessins. J'ai fait quelques dessins en couleur de mes escargots et j'apprends sur le tard. J'adore prendre des risques et dire j'ai jamais fait ça, mais c'est possible, d'autres savent le faire, donc pourquoi pas moi. Et comme j'ai envie de vivre plein de choses et d'expériences, je prends le risque et je vais le faire. Même si ça peut faire peur. Hop, là. Bon, je vois Canada, 24 ans. Bon, il n'y avait pas d'image, peut-être que je me suis trompé. En tout cas, voilà. C'est ça, de 19 ans jusqu'à mes 24 ans. J'ai fait mes petites expériences, j'ai fait plein d'expos, j'ai eu des prix, etc. Mais je stagnais un petit peu et j'avais envie d'autre chose. Je suis parti donc au Canada, à Montréal, à l'âge de 24 ans. Et là, ma vie a changé, encore une fois. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a pris sous son aile, il m'a fait rentrer dans sa galerie. Il m'a dit, la semaine prochaine, t'as tes tableaux dans la galerie. C'est formidable. Le lendemain, j'ai été me promener dans Montréal avec mes tableaux sous le bras. Je suis rentré dans les galeries et j'ai trouvé une galerie qui a voulu prendre mon travail, une deuxième. Et en gros, en 2 jours, j'avais 3 galeries au Canada. Moi, le petit jeune du nord de la France. Donc c'était pour moi incroyable cette reconnaissance là-bas. Et j'ai décidé d'y retourner et vivre une vie là-bas. Et donc c'était vraiment une époque d'indépendance. Bon voilà, ce dessin avec tous ces éléments qui me suffisent à être heureux. Et j'étais seul, je suis parti tout seul et puis j'ai commencé ma vie là-bas. Capacité d'improvisation, c'est vrai que j'avais rien. Hein. Je suis parti avec quelques billets, mais j'avais vraiment pas grand-chose. Et on m'a proposé d'avoir une chambre, une pièce. J'avais 7 mètres carrés, on pouvait me loger. Je pouvais avoir cette pièce-là gratuitement. J'avais un job, je pouvais faire de l'encadrement de tableaux, je pouvais démarrer quelque chose. Et quand je dis j'improvise, à l'époque, je récupérais plein de choses, je construisais des meubles avec des planches, je dormais par terre, mais je faisais ma petite vie toute seule. Et j'ai pas vécu des moments faciles, mais j'ai toujours une idée pour m'en sortir et arriver à mon objectif, comme ce dessin. Mais c'est vrai que c'était assez compliqué pour moi, malgré que je connaissais beaucoup de monde. Moi, j'avais pas vraiment d'amis et j'étais souvent seul. Mais j'aime ça aussi. J'ai toujours aimé m'isoler, surtout comme artiste, pour travailler. Donc l'isolement, ça parle bien, être dans sa bulle. Et là-bas, j'étais vraiment dans ma bulle. J'étais vraiment seul. J'ai eu aussi des périodes de ma vie où je m'isolais volontairement et je pouvais passer parfois 10, 15 jours, peut-être pas 15, mais 10 jours sans parler à personne. Je voulais voir personne, j'étais dans ma maison et je restais chez moi. Et on n'a plus de notion du temps, je vivais la nuit, je travaillais, j'avais pas de rythme. Les dépendances, bien sûr, ça c'est aussi un grand thème.
cannabis, alcool, médicaments, puis il y a aussi maintenant les smartphones, les achats compulsifs, toutes ces choses-là. Alors chez moi, c'est toujours par période. Je peux avoir des périodes où je vais fumer. Après, il faut que je me calme, sinon c'est pas bien. Je vais boire. Au Canada, c'était un peu l'alcool. Voilà, je me suis mis à boire, puis tous les jours. Le cannabis, ça a commencé à l'âge de 17 ans. Après, voilà, j'ai eu des périodes fortes, moins fortes. Mais c'est ça, je passe à une addiction à l'autre. Ou manger, maintenant. C'est manger le soir. La nourriture aussi, c'est compliqué. C'est aussi un thème important, ça, les addictions. Gestion des priorités, voilà, c'est parlant aussi. On veut faire quelque chose, mais on est distrait. Ou bien on veut écouter la conférence, mais on regarde les lampes. C'est ça, on est distrait par plein de choses. Et parfois, ça peut même créer des petits problèmes. On peut avoir des accidents. Oui, alors maintenant, après ma période au Canada, j'ai vécu 4 ans là-bas, ça marchait bien. Les galeries, tout ça, je vendais des tableaux et j'avais du succès, mais j'étais amoureux d'une femme allemande que je connais depuis très très longtemps. C'était ma correspondante. Et j'ai toujours aimé cette femme et j'ai décidé de tout plaquer ma vie au Québec pour aller la rejoindre. C'était le moment ou jamais. Là. Donc j'ai quitté le Canada. Voilà, c'est une petite illustration de l'époque pour dire que je quitte le pays. Et donc voilà, je suis arrivé en Allemagne. Moi, je parlais pas un mot d'allemand et je voulais vivre ma vie là-bas, avec elle, créer des choses. Donc voilà, des frustrations, il y en a plein dans la vie. Bon là, j'ai mis ce dessin-là à ce moment-là, mais j'aurais pu le mettre à d'autres. En tout cas, frustration à l'époque, pour ma part, c'était la langue, le fait de ne pas pouvoir s'exprimer. Moi, je ne parlais pas, alors j'ai dû prendre des cours, mais c'est compliqué pour moi. Donc j'étais frustré pas mal. Le travail aussi, j'ai dû trouver un travail. Et j'ai fait de l'encadrement de tableaux, d'œuvres d'art. Donc j'étais dans une fabrique, j'encadrais des tableaux de maître, des Picasso, des Dali, des Miro, des artistes super célèbres. Et j'étais passionné par mon boulot et j'ai donné, quand je suis passionné, je donne énormément de moi, juste même ma santé et tout ça. Et j'ai bossé 4 ans là-dedans et j'ai dû arrêter, j'ai démissionné parce que entre ma vie dans le travail où je donnais beaucoup, ma carrière d'artiste, je peignais plus, je travaillais, donc je peignais plus beaucoup. Je voulais faire des expos, mais alors je rentrais chez moi, je travaillais, je faisais mes peintures. La semaine, je faisais mon travail d'encadrement. Donc j'étais aussi frustré de ce temps qui était limité. Et je vous raconterai après pourquoi j'ai démissionné. Et bon, la impulsivité, ouais, c'est quand on fait trop de choses, on dort trop peu, etc. Voilà, moi je suis assez à fleur de peau et j'explose beaucoup, comme mon père l'a fait pendant toute mon enfance. Voilà, s'énerver pour pas grand chose et il y a des moments, c'est pas quand on est fatigué, principalement chez moi, ça arrive souvent. La procrastination, bien sûr. Donc c'est ça, quand on n'a plus d'énergie pour tout, on veut faire tellement de choses que finalement on ne le fait pas et on accumule tout ça. Donc c'était une période difficile. L'anxiété, le stress, oui, je me mets la pression tout seul. Moi, mon rêve, c'est d'être artiste. J'avais ce travail où je travaillais minimum 40 à 50 heures semaine. C'était ça. Et voilà, j'étais tellement frustré que je me mettais la pression. Il fallait que je fasse des expos, organiser des choses. J'avais ma vie avec ma femme. Les expos à préparer, mon travail, c'était trop. Et, je stressais tout seul et tout le temps, en fait. Donc c'était pas super. Et à 32 ans, on est parti à Madagascar. On a fait un voyage entre nous. Enfin, j'étais censé partir à 3 mois. Et ma vie a changé, malheureusement. Il s'est passé un petit accident. On s'est fait agresser avec ma femme. Et j'ai reçu une pierre. En fait, il y avait des pirates. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai reçu une pierre
dans le crâne, et je suis tombé, j'étais 2 jours dans le coma, fracture du crâne, etc. Je me suis réveillé sans aucun souvenir, et là, après, j'ai eu une thérapie de traumathérapie. Enfin voilà, à partir de là, tout a changé. Je suis retourné en Allemagne après 10 jours d'hôpital. On a été rapatriés après cette aventure-là. Et ouais, c'était compliqué. Et je voyais la vie, je me disais, mais la vie, elle est fragile. Hein. Ça m'a bien prouvé la fragilité de la vie. Et donc, on n'a qu'une vie, et il faut peut-être que, justement, je fasse un peu ce que j'ai toujours voulu faire, vivre de ma passion, mes rêves, etc. Donc j'ai décidé de démissionner. J'ai dit j'arrête ce travail qui me rendait un peu fou là, où j'adorais mon boulot, mais voilà, c'était trop en fait. J'en devenais malade et fallait que j'arrête. Donc voilà, j'ai commencé à retrouver goût à la peinture. Je me suis lancé à nouveau dans du dessin au crayon sur papier comme à l'origine après l'école. J'ai commencé à peindre. J'ai eu ma première petite fille, Lali, on la voit là-haut. Je me suis lancé dans des projets énormes. Là. On voit une fresque, c'est un dessin sur papier de 5,50 m de long. C'était aussi un défi. Je me suis dit, mais j'ai envie de faire un jour quelque chose de monumental. Alors bien sûr, j'aimerais faire une sculpture monumentale, une peinture monumentale. Ça, c'est des rêves, mais bon, on n'a qu'une vie. J'ai fait d'autres petits boulots. Là, c'était une fresque, un décor de théâtre. Voilà, j'ai fait plein de choses, des logos, pour essayer de gagner ma vie. Mais ça reste compliqué devant des tableaux. On peut peindre pendant 3-6 mois parfois sans rien gagner. On produit et puis après, je croise les doigts dans les expos que je vais vendre quelque chose. Et moi, ça, on ne sait jamais. Hein. Ce côté d'indépendant, il n'y a pas de garantie. J'ai eu une deuxième petite fille formidable, donc ma petite Calypso. Et donc voilà, les années passent et je me sentais... j'ai pris cette toile pour illustrer la folie, mais... voilà, en avoir plein la tête, hein, il y a plein d'éléments. C'était une peinture à l'huile que j'ai faite il y a quelques années. Mais voilà, c'était une période où après, avec les 2 enfants, mes envies, mes souhaits de devenir artiste, et tout, c'était un peu aussi trop. Et mon fonctionnement, le fait que j'arrive pas à me concentrer, je me suis dit, mais ça va pas, là, il y a un truc qui va pas. Donc il fallait absolument que j'en parle, qu'on trouve quelque chose. Je pensais que j'étais autiste, Asperger, enfin j'avais lu ou entendu des choses, j'en savais rien en fait. Mais je savais qu'il y avait quelque chose et je voulais savoir. Donc voilà, chaos cérébral, c'était à l'époque où je pensais à plein de choses, comme toujours, mais je l'ai mis. C'était juste avant le diagnostic. Je me sentais vraiment pas bien, j'allais dans la rue, tout me perturbait, j'étais... focalisé sur tout, et ça n'avait pas de sens, j'arrivais vraiment pas à suivre une pensée directe, c'était super compliqué. Donc j'en ai parlé à mon médecin, et puis il m'a dit d'aller voir un psychologue, il m'a dit j'ai sûrement le TDAH, donc bon, c'est quoi je connais pas, elle m'a demandé d'aller me faire diagnostiquer chez une psychiatre, neurologue. Et voilà, le diagnostic est tombé. Et comme je vous disais, on revient à cette liste de symptômes. J'ai voulu me renseigner. C'est quoi le TDAH? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, elle m'a donné des médicaments, si je peux dire ça comme ça vite fait. On a essayé une thérapie avec les médicaments, mais ça n'a pas fonctionné chez moi. J'en ai pris un, je sentais rien. Le deuxième, Medikinet, c'était. Je ne ressentais pas d'effet particulier. Après, on est passé Elvance. Jusqu'à 10, 20, 30, 50 mg, bon, ça me fait rien votre truc. Et donc après j'ai commencé à me sentir, j'avais des effets secondaires, des mal de crâne, et je ne le savais pas, j'avais pas fait le lien avec mon médicament. Et j'ai pris ça pendant 1 mois, après j'ai tout arrêté parce que je ne pouvais plus supporter ça. Donc elle m'a dit, il n'y a plus de proposition d'autres médicaments pour toi, c'était il y a 3 ans. Donc si tu veux, je peux te donner des antidépresseurs. Donc j'ai dit, oh non, je ne veux pas ça moi. Donc j'ai vécu là depuis 2-3 ans, sans médicaments. Alors j'essaye de vivre sans et maintenant je me fais aider par une psychologue spécialisée. Et ça me fait du bien. Et c'est ça. Ah oui, j'ai mis cette toile pour un peu terminer. Ça c'est un tableau, une grande toile de 2 mètres aussi, que j'ai réalisé à la peinture à l'huile. Ça s'appelle J'avance.
Donc j'avance avec mon côté maladroit, j'avance avec... là, ça c'est un symbole de la société avec tous les gens, en fait, tous ces petits œufs, là, c'est moi qui me cache. Le symbole du jeu, voilà, la vie est comme parfois un jeu, on prend des risques, comme dans le jeu. Bon, voilà, c'est très symbolique. Il y a aussi une petite poche, on voit les pattes du cheval, il y a une petite poche avec une cassette, ça rappelle le passé, le côté nostalgique, et le smartphone, le côté actuel. En tout cas, voilà, c'est pour dire qu'aujourd'hui, j'essaie d'avancer avec mon TDAH et de mieux le comprendre. Et bon, c'est vrai que d'avoir fait tous mes dessins, ça m'a pas mal aidé à comprendre qu'est-ce que c'est le TDAH. Donc, après le diagnostic, j'ai pris cette liste de symptômes. J'ai fait le défi de réaliser 40 dessins et pour en faire des expos. Moi, j'ai toujours vendu dans les expositions, dans les galeries, comme ça. Et est venue l'idée de tout mettre dans un livre. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'adore réaliser des défis ou aller chercher sortir de ma zone de confort. Donc, réaliser un livre, pour moi, c'était un nouvel exercice. Il fallait écrire. Mais moi, je suis nul. Je suis aussi 10 orthographique, dyslexique. C'était horrible. En plus, je ne peux pas dire n'importe quoi. C'est un sujet important. Il y a des médecins, des spécialistes qui vont regarder mon travail. Donc parler d'un symptôme en 3-4 lignes, parce que j'ai horreur des longs textes, donc il fallait que ça soit en 3-4 lignes, présenter mon dessin, parler du sujet, du symptôme et de mon dessin en 3 lignes. Moi, c'était super compliqué, je vous le cache. Et donc, voilà, j'ai quand même été au bout du projet, et voilà, c'est un peu ce que je viens présenter aujourd'hui. Mon travail à travers mes dessins. Je m'exprime mieux en dessin qu'à l'oral. Mais voilà, c'est ma manière de parler du TDAH et puis de montrer aux gens simplement un visuel, c'est très simple. L'impact est là et ça fonctionne bien. Donc depuis que j'ai sorti mon livre, j'ai beaucoup de retours, j'ai une belle reconnaissance déjà de mon travail. Et puis là, moi, comme je parle de moi, c'est facile pour moi d'en parler, en tout cas par le dessin. Ça a été une très belle aventure de sortir ces 40 dessins. Et maintenant de pouvoir le partager, là, c'est super pour moi. Je voyage un petit peu partout pour présenter mon travail et les retours sont super. Et je suis super heureux aujourd'hui. Donc voilà, un petit peu le parcours. Et je vous remercie. Je ne sais pas, comme dit Litanie, je sais pas... C'est super, vraiment. Ok.